Bonjour à tous, l'After Angleterre est de retour aujourd'hui. Évidemment, comme toutes les semaines, vous le savez, After Angleterre à retrouver en podcast, à retrouver également sur YouTube dans notre nouveau studio magnifique, décor de rêve, avec tout ce qu'il faut pour représenter l'Angleterre. Un bus, une cabine téléphonique, là il y a tous les clichés. Et il y a Rémi Dumont, qui ne fait pas partie des clichés sur le foot anglais, mais qui est là. Salut Rémi. Salut tout le monde. Et Julien Laurence, bien sûr, qui lui est à Londres et que l'on voit dans notre fenêtre magnifique. Même pas devant une cabine téléphonique. La honte. Salut Julien. Désolé chef. Salut mon Gilbert, salut Rémi, salut à tous. Alors évidemment, lors de chaque After Angleterre, il y a une thématique que l'on développe ensemble. On a choisi de parler aujourd'hui de Manchester United. Alors à l'heure où on enregistre, on va être tout à fait transparent. On ne sait pas encore si... se qualifier en Europa League, voilà, ce qui va se passer. Et s'il y aura un Lyon-Manchester United. Mais là, de toute façon, l'idée n'est pas de parler de Manchester United et de ses performances récentes sur le terrain. Enfin, quoique. On va parler un peu stratégie. On va parler de Ratcliffe. On va parler du futur grand stade. Julien, tu as tenu à parler de Manchester aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce club. Ratcliffe, qui, autant totalement transparent à Nice, prend les choses en main de façon très ferme à Manchester United. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est le grand sujet de conversation en Angleterre depuis lundi maintenant, quand il a donné une série d'interviews à un petit peu tous les médias britanniques qui comptent, on va dire, entre Sky Sports ou la BBC ou certains journaux, certaines radios, où il a beaucoup parlé. Déjà, alors on parlera peut-être tout à l'heure du timing, parce que de parler après le match nul contre Arsenal, pas fort, pourquoi pas, mais 3 jours avant ce qui est, je pense, le match le plus important de la saison de United, avec ce match retour contre l'Europa League, où en cas d'élimination, ce serait quand même la fin de la saison pour United et un vrai départ absolu. Je ne suis pas persuadé que le timing soit très bon, mais c'est surtout la à dire sur James Ratcliffe et des choses qui sont pas faciles à faire. Alors, je ne sais pas si la liaison, tu t'entends bien Non, c'est vrai que... Mais je pense que c'est Ratcliffe qui met des interférences, mais ouais, on n'entend pas trop là. Bon, on va essayer techniquement d'améliorer la situation. Alors, on va essayer de prendre les dossiers les uns après les autres. On va essayer de prendre les dossiers les uns après les autres. Déjà, alors on va parler du stade tout à l'heure, parce que là, il y a un projet de stade qui est absolument dingue, qu'on pourra peut-être mettre un peu en parallèle avec ce que veut faire le PSG d'ailleurs. Mais il s'en est pris à certains joueurs. Alors, il envoie pas assez bon, surpayé. Et en plus, il donne des noms, Rémi, ce qui est assez dingue en fait. Ouais, parce qu'il a parlé notamment de Casemiro. D'ailleurs, alors je parlerai sous le contrôle de Julien dès qu'il aura retrouvé la connexion, mais il y a ce côté en fait joueurs qui ont été payés chèrement et qui ont un énorme salaire, qui forcément en temps d'économie pour Manchester United font un peu tâche. Surtout qu'en plus ils commencent à prendre de l'âge. Donc il y a énormément de questions qui se posent. Déjà d'une sur l'aspect sportif, parce que le Manchester United est 14e de Premier League à l'heure où on enregistre ce podcast, donc c'est l'une des pires saisons de l'histoire de Manchester United. Et puis par rapport aux joueurs qui sont là, évidemment c'est compliqué. Et puis rappelez aussi surtout que Ten Hag a été viré avec tout son staff, que ça a coûté 17,5 millions d'euros, et qu'en plus Manchester a payé Amorim pour qu'il vienne 10 millions d'euros. Donc en fait pour 2 entraîneurs c'est 30 millions d'euros, donc ce qui fait cher quand même pour des entraîneurs. Donc c'est là où on se dit que c'est très très compliqué. Après, avec le stade, évidemment, Manchester espère, je pense, retrouver des finances en termes de billetterie, de merchandising. Mais c'est là où sportivement, on ne s'y retrouve pas. Et il faudrait d'ailleurs que justement l'équipe, on va dire, rehausse le niveau pour que tout commence au moins à rentrer un petit peu dans l'ordre. Est-ce que Julien est de retour ? Est-ce qu'il nous entend ? Pas encore. Bon, on va le retrouver dans quelques secondes. Rentrons dans le détail des joueurs. Parce que donc, il cite Anthony, Casemiro, Højlund, Sancho, Onana. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la pyramide des salaires. Je ne pense pas, a priori. Quoique. Pas si loin. Et est-ce que c'est justifié, en fait ? Quand on voit, comme on en parlait, hein, les résultats sportifs, c'est compliqué. Alors après, dans l'interview qu'il a donnée, il a cité ces joueurs-là, mais c'est surtout dédouané. Il a dit que ces joueurs étaient arrivés avant que lui arrive à Manchester United. Mais du coup, moi j'ai voulu vérifier, je me suis amusé à regarder du coup qui l'avait recruté, et notamment cet été, pour se baser sur le mercato estival, il a recruté Lenny Yoro de Lille pour 62 millions d'euros. C'est le 17e joueur le plus utilisé cette saison, donc il ne fait pas partie du 11 titulaire.
Ensuite, il y a Ugarte, notre ancien du Paris Saint-Germain, recruté pour 50 millions d'euros. C'est le 10e joueur le plus utilisé de la saison. Il y a De Ligt pour 45 millions, lui c'est le 5e joueur. Et Zirkzee, 42 millions cet été recruté, 11e joueur. Et pour info, Zirkzee, c'est seulement 3 petits buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc ça fait cher l'attaquant et surtout ça fait très cher le but. Donc c'est là où on voit que... Donc il est bien gentil, mais en gros... Oui. Il jette la patate chaude au prédécesseur et lui... c'est pas de sa faute, mais un petit peu quand même aussi, quoi. Donc c'est là où ça devient compliqué, c'est que pour checker tout ce qu'il a pu faire, là on voit clairement qu'il y a un problème de recrutement, en tout cas d'investissement, parce que ces joueurs ils ont le droit d'être recrutés, mais c'est plutôt le prix qui peut surprendre, surtout notamment par rapport à Leny Yoro. On rappelle, il était en fin de contrat là cet été avec Lille normalement, c'est pour ça qu'ils ont pu le vendre aussi cher. Bon, alors moi je suis quand même assez circonspect parce que c'est toujours un peu facile. Bon, moi j'adore Onana par exemple. Alors je sais qu'il est plus il est peut-être dépassé son prime, il n'est pas dans une saison exceptionnelle. Mais enfin, quand tu fais ça en pointant du doigt les joueurs, alors que la saison n'est pas terminée et que tu as encore des enjeux sportifs. Tu te mets un peu le feu tout seul quand même. Ouais, c'est un peu une balle dans le pied. Alors après, pour revenir sur le cas par exemple de Leny Yoro, faut pas oublier qu'il était blessé quasiment dès le début de saison, donc il a loupé beaucoup de matchs. Maintenant, c'est un titulaire en puissance à Manchester et c'est lui aussi qui montre qu'il est quand même à la hauteur parce qu'il enchaîne les matchs et surtout il a la confiance de Ruben Amorim. On sait que Ruben Amorim est un grand entraîneur, donc par rapport à ça, faut aussi donner du temps à Amorim parce que ne pas oublier qu'il a récupéré l'équipe quasiment en cours de saison, en cours de saison même. Alors il dit, il a cette punchline, il nous faut du temps pour mettre le passé derrière nous et nous tourner vers l'avenir. Donc en gros, j'ai récupéré d'une situation catastrophique, une boîte mal gérée, et là on va s'occuper de faire le ménage. C'est comme ça que je le comprends. Après ce premier point, Rémi, retrouvons Julien Laurence que l'on a cette fois pour de bon avec nous. Julien, tu es là. Désolé. Oh, c'est magnifique, changement de décor, nouveau micro, tout marche. Bon, alors, avant que tu reviennes, on a détaillé, on a commencé le premier dossier sur les joueurs que Ratcliffe a pointé du doigt et qu'en gros, on a bien compris qu'il voulait s'en débarrasser parce qu'ils étaient trop chers. On les a cités, Anthony Casemiro, Onana, Højlund, Sancho. Il a dit donc que, évidemment, c'était pas lui. Bon, Rémi s'est amusé à quand même rappeler qu'il y a eu du recrutement depuis fait par l'équipe Ratcliffe qui n'était pas forcément moins cher. Est-ce que le fait de cibler comme ça des joueurs, ça fait débat en Angleterre? C'est pas très, pas très commun comme procédé. Non, tu as tout à fait raison, Gilbert, et ça fait beaucoup polémique ici. Les gens n'ont pas trop accepté qu'il parle ouvertement des joueurs comme ça, dans les termes qu'il a employés. Ensuite, qu'il les nomme directement. Des joueurs certains sont en prêt. Bon, c'était un petit peu moins grave entre guillemets pour eux, mais ceux qui sont actuellement encore dans l'effectif, qui se préparent pour ce match contre la Real Sociedad par exemple, pour un match important ce week-end en championnat, pour essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé cette saison. Sincèrement, c'est inacceptable. Donc c'est très mal passé chez les anciens joueurs, on peut l'imaginer, surtout ceux qui sont devenus consultants. Dans l'effectif actuel aussi, surtout que la question a été posée à Ruben Amorim hier dans sa conférence de presse aussi, et que lui aussi s'est trouvé un petit peu embêté d'avoir à répondre à une question pareille. Rentrons un peu dans les détails, parce que parmi les joueurs qui citent, est-ce que sportivement, ce serait justifié de vouloir s'en débarrasser, ou est-ce que finalement, il y en a quelques-uns qui, selon ton analyse à toi qui voit tous les matchs, tout de même répondent aux attentes? Non, mais alors répondre aux attentes, vu la saison, c'est un peu compliqué quand même. Quand tu es 14e, quand rien ne va, quand tu as très peu de joueurs, peut-être à part Bruno Fernandes, qui sont au niveau où ils devraient être, finalement, il aurait pu nommer tout l'effectif. Je trouve que c'est très dur pour Højlund, même si Højlund en ce moment, c'est vrai qu'il n'est pas en confiance, qu'il ne marque pas beaucoup de buts, mais il a 21 ans, il a l'avenir devant lui, ça reste un joueur à potentiel assez fort. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu l'as démoli comme ça. Casemiro, c'est différent, par exemple. C'est ton joueur le mieux payé, le deuxième mieux payé effectif. Vu l'âge qu'il est ici, le peu de performance qu'il fait sur le terrain, je comprends. Encore une fois, c'est Casemiro. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de respect quand même si son arrivée, sa période au club n'est pas génial. Ça reste quand même Casemiro. Donc, on a beaucoup de mal à comprendre en Angleterre le sens de la communication de Ratcliffe et surtout qu'il affiche des joueurs pareils. Rémi,
Ouais, non, je parle sous ton contrôle, Julien, mais il y a aussi le cas Kobbie Mainoo qui est formé au club, tout à fait. Qui a de bonnes performances, ou en tout cas fait partie des joueurs qui essayent de surnager cette saison, mais surtout qui arrive pas forcément en fin de contrat, mais que Manchester United aimerait prolonger. Et visiblement, lui a pour l'instant refusé toute prolongation de contrat, ce qui ferait tâche à Manchester, parce que comme c'est un produit du club, forcément, s'il venait à partir, ça rajouterait un côté négatif à toute cette saison. Oui, absolument. Lui, Garnacho, pareil. Alors, Garnacho est arrivé en post-formation, c'est un petit peu différent. Mais pour Mainoo, qui est un enfant du club, qui est arrivé, je crois, quand il avait 8, qui a grandi à Manchester, qui est né à Manchester, ce serait effectivement, je pense, très grave de le perdre ou de le laisser partir. Maintenant, quand tu vois la direction que le club est en train de prendre, la situation actuelle, si tu es un jeune très prometteur international anglais comme Kobbie Mainoo, où tu auras d'autres propositions en Angleterre, voire en Europe, tu te poses des questions sur ta place au club, c'est sûr. Donc là, projetons-nous, parce que là, il faut se projeter sur la saison prochaine, en fait. Donc, Amorim, il va rester. Il est dithyrambique sur lui. Donc, puis, comme tu dis, vu le prix qu'il l'a payé... 10 millions, on rappelle. Voilà. Donc, ça va être grand ménage, là. C'est ça qu'il faut comprendre, Julien. Oui, absolument, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Donc Ratcliffe a dit aussi, par exemple, dans ses interviews, que s'il n'avait pas, le mot que je cherche, c'est s'il n'avait pas mis en place toutes les coupes budgétaires qu'il a faites pour économiser de l'argent, United n'avait plus de liquidité, ils n'auraient pas pu payer les salaires au mois de janvier. Bon, et 3 jours après, ils annoncent un nouveau stade à 2,5 milliards d'euros. Bon, j'ai pas trop compris la bascule entre on n'avait plus d'argent du tout, mais maintenant on va mettre 2,5 milliards d'euros dans un nouveau stade. Mais bon, bref, il va falloir effectivement investir dans cet effectif-là, régénérer l'effectif, mais tu n'as pas beaucoup d'argent, donc ce sera vendre en premier et acheter en deuxième. Mais comme tu viens de démolir tes joueurs, bon courage pour en récupérer la valeur maximum. Bon, je ne sais pas s'il serait capable de faire la même chose en citant 5 mecs de Nice. Je ne sais pas s'il s'en occupe encore, malheureusement, c'est ça le problème. Mais bon, il faut dire que Nice va beaucoup mieux depuis qu'il a un petit dire, peu... ouais, Melvin Barr, Laborde, je suis pas content. Bon. Pour l'instant, on attend. Après, juste pour rebondir sur ce que disait Julien, le rappel des faits, c'est qu'il y avait une dette au club, selon la BBC, de environ 450 millions d'euros, qui est une augmentation du prix des billets, qu'il y a eu déjà 250 emplois de supprimés en 2024, qu'il pourrait y en avoir 200 de plus cette saison, que la fête de Noël a plus ou moins été supprimée, et rappelé aussi, parce que c'est ça qui a fait débat, c'est le fait d'arrêter le contrat d'ambassadeur de Sir Alex Ferguson, qui coûtait 2,4 millions par an au club, il me semble, Julien. Donc voilà. T'as oublié la cantine. Voilà, il y a la cantine aussi, c'est vrai. Et les bus pour symbolique, les familles. La cantine, mais... ouais, il n'y a plus de double dessert. Ah oui. Il y avait cantine gratos pour les salariés. Oui, c'est ça. Et donc, terminé aussi. Bon, ça date d'il y a quelques jours maintenant déjà. Ouais, ils vont leur donner une pomme à la place. C'est bien aussi. Pourquoi pas. Faut pas avoir trop faim, quoi. Alors, puisque tu parles de ça, on a fait le tour sur le sportif. Là, il faut qu'on parle du stade, parce qu'en fait, le stade, c'est un truc de folie, qui en fait, évidemment, quand on le met en rapport, on va détailler ça, quand on le met en rapport avec les déclarations sur le sportif et toutes les mesures d'austérité mises en place, on se dit, mais en fait, le mec, qu'est-ce qui lui passe par la tête? C'est-à-dire, d'un côté, il dit qu'on dépense trop, que les joueurs sont trop payés, il coupe dans tous les budgets, et là, il arrive... Et il veut un stade de feu, quoi, un stade de 100 000 places qui remplacerait Old Trafford. Donc Old Trafford qui est en fonction depuis 1910 quand même. Bon, il y a eu différents travaux évidemment. Et puis il y a pas mal de fuites aussi, on a vu. Les jours de pluie, c'est pas forcément l'idéal. Alors bon, un nouveau stade, quand on sort un nouveau stade comme ça du sol, évidemment que c'est beaucoup plus cher que de rénover le stade existant. Il espère 9 milliards de revenus attendus. Bon, les chiffres peuvent donner le tournis, d'autant qu'un stade comme ça... Alors, je ne sais pas si vous avez une évaluation précise du coût. Ouais, en général, quand on fait un stade, vous pouvez faire au moins x 1,5 au final sur les coûts de construction. Donc, c'est ça. Alors après, encore une fois, je parlerai sous le contrôle de Julien, mais il me semble aussi que ce stade est fait aussi est espéré pour un peu ramener du boulot dans une zone en Angleterre où le chômage atteint des pics assez importants, Julien. Oui, tout à fait. C'est ça aussi, ouais. C'est ça aussi.
Donc voilà, l'idée, ce serait aussi de pouvoir, alors au-delà de ramener de l'argent au club, c'est de ramener de l'argent à la ville, et j'imagine qu'il forcément reviendrait au club, parce que si les habitants de Manchester ont la capacité, les moyens de venir au stade et de payer une place très chère, bah, du coup, c'est de la rentrée d'argent non négligeable aussi pour le club. Est-ce qu'on parle d'un stade 100% privé, comme c'est maintenant l'usage, ou pas, Julien, en Angleterre là? Alors c'est très intéressant, c'est pas très clair, on n'est pas très sûr. Ça fait longtemps maintenant que Radcliffe mentionne ce nouveau stade. Alors il y avait deux options. La première, c'était construire un nouveau stade complètement. La deuxième, c'était de rénover donc Old Trafford pour garder le côté historique d'un stade qui est quand même si aujourd'hui il est de mauvaise qualité, en mauvais état, ça reste un stade mythique, historique. Et je pense qu'il y avait une grande part des supporters du United qui voulaient garder Old Trafford et simplement le rénover, le rendre meilleur, etc. Ils ont fait beaucoup de consultations auprès des supporters, auprès des joueurs, des anciens joueurs. Voilà, ils ont demandé à plein de gens leur avis. Et au final, ils ont opté pour ce qu'on vient de voir, donc un nouveau stade complètement tout nouveau, plus d'Old Trafford. Et il semblerait quand même que les activités locales soient un petit peu impliquées dedans, ce qui pourtant a longtemps été démenti au départ par la mairie de Manchester, par exemple, ce genre de gens-là. Donc on va voir si le gouvernement est impliqué, si les activités locales sont vraiment impliquées, un petit peu de l'argent aussi. Comme l'a dit Rémi, c'est vrai que ce sera aussi bon pour l'économie locale, entre les emplois que ça va créer, les matchs aussi, mais aussi pour construire ce stade, même si ça va prendre du temps. Après, il fallait rappeler aussi qu'Old Trafford, c'était simplement le 6e stade en de revenus en termes de tickets, de gate entrance, ce que ça peut rapporter, loin derrière, par exemple, le Real Madrid et le PSG, qui sont les deux numéros 1 en Europe à ce niveau-là. Et que Radcliffe a toujours pensé que un club comme Manchester United devait être le numéro 1 en termes de revenus de ticketing pour les matchs à domicile. Bon, après, ils ont pris sans doute du retard par rapport, je pense, à Tottenham, à Arsenal, qui ont déjà dégainé des stades de folie il y a maintenant un moment, quoi. C'est là où on voit aussi le côté précurseur d'Arsène Wenger, hein, parce que quand il a fait l'Emirates, par rapport à Highbury, on le prenait pour un fou, on disait que ça allait être très compliqué financièrement. Quand on voit maintenant l'évolution entre les deux clubs, évidemment, là, il n'y a plus de questions à se poser. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Julien. Manchester United, selon le Football Observatory, c'est quand même le deuxième club au monde depuis 5 ans, en fait, enfin, sur la période 2018-2023, qui vend le plus de maillots dans le monde. 1 730 000 maillots vendus. Le premier, c'est Liverpool avec 1 790 000 maillots vendus. Par rapport à ça... Il y a Strasbourg juste après, je crois. Il y a Strasbourg, c'est dans le top 3, évidemment. Mais je crois que c'est même prévu qu'il soit à la première place. On va monter. Bref. Tout ça pour dire que ce qui est étonnant, en fait, c'est que Manchester United est un club qui a des gros problèmes financiers, mais qui continue à faire du business. C'est assez paradoxal, en fait. Je ne sais pas comment c'est perçu en Angleterre par rapport à ça, Julien, mais c'est quand même assez étonnant de voir que c'est un club qui a la ressource, mais qui finalement a beaucoup de dettes aussi. Ah ouais, mais de toute façon, c'est le deuxième plus grand club du monde après le Real Madrid. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça reste le plus grand club en Angleterre, loin devant Liverpool et Arsenal, qui seraient numéro 2 et numéro 3. Le problème, c'est que c'est un club qui a continué à engrainer l'argent, et des énormes revenus, même quand les résultats n'étaient pas là sur le terrain. Donc en fait, on parlait tout à l'heure des revenus de places vendues pour les matchs à domicile. Ils n'avaient même pas besoin d'être dans les meilleurs, parce qu'ils gagnaient tellement d'argent dans tous les contrats de sponsoring, de marketing, que en fait, ce qu'ils sont en train de faire là avec le nouveau stade, ils auraient dû le faire déjà il y a 10-15 ans. Mais ils n'en ont jamais vraiment eu le besoin parce qu'ils gagnaient déjà tellement d'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les revenus de publicité, de sponsoring sont en train de baisser. Que même si tu parlais des maillots, Rémi, à juste titre, ça aussi, c'est en train de baisser. Que tes revenus des places vendues pour les matchs à domicile sont loin derrière Arsenal, par exemple, ou même Tottenham. Que Liverpool a grandi son stade, que Tottenham a un nouveau stade, qu'Arsenal a eu un nouveau stade, bon, maintenant il y a 20 ans, mais quand même, et que tu es en train de prendre beaucoup de retard à ce niveau-là, même si tu restes le plus grand club anglais au monde, et le deuxième club le plus important au monde. Donc, pendant longtemps, tu as été cette machine à faire de l'argent, tout le temps. C'était ta priorité, plus que le terrain. Et maintenant, tu fais beaucoup moins d'argent et tu n'as toujours pas de résultats sur le terrain. Juste il y a une idée reçue sur les maillots. Parce qu'en fait, les maillots, il ne faut pas penser que quand on achète un maillot, maintenant, il y a eu de foot à plus de 100 €. En fait, ça rapporte assez peu au club, en fait. Parce que c'est d'abord l'équipementier qui prend. Après, éventuellement, le distributeur, c'est-à-dire qu'on achète un maillot, je sais pas, Decathlon. Pourcentage, quoi. Voilà. Et au final, le club prend moins de 50% du prix des maillots. Hein.
voilà, et même dans certains cas, moins de 30%. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant pour un club, par exemple, de vendre dans leur propre boutique, parce que là, effectivement, les marges sont pour eux. Mais faut pas penser que, en fait, c'est pas les maillots qui font le revenu. C'est surtout ce que disait Julien, c'est le ticketing et les revenus de match. Donc, c'est tickets, c'est consommation sur place, plus évidemment tout ce qui est loge et contrat comme ça d'entreprise pour l'occupation des places qui valent les plus cher, quoi. Voilà. Le maillot, c'est pas grand-chose en fait. Bah non, c'est pour ça, c'est une partie infime quelque part, mais c'est plus le merchandising autour de l'événement pur du match, comme tu disais, ticketing et puis les goodies. Juste rajouter un truc, c'est étonnant pourtant de voir la situation actuelle de Manchester United, surtout quand on voit le recrutement en interne qui a été fait, c'est comme celui de Jean-Claude Ban, qui est membre du conseil depuis juillet 2024, et puis surtout Omar Berrada, qui est directeur exécutif pareil depuis juillet 2024, mais qui vient d'un club comme Manchester City. Donc United a réussi à attirer des personnalités importantes du monde du foot, mais on voit que là c'est encore compliqué. C'est là où j'ai envie de croire Ratcliffe sur le fait qu'on est au début d'une nouvelle ère et qu'il va falloir du temps pour installer tout ça. Mais là on parle plus de marketing que de football, donc c'est là que la marque reste forte. Ouais. Elle attire toujours du monde et il y a un potentiel en fait qui aujourd'hui n'est plus exploité comme il devrait l'être, quoi. C'est ça le problème. Si on comprend bien. J'aimerais, il y a un truc intéressant de mon point de vue dans tout ça, c'est de parler de Ferguson. Parce qu'on a toujours montré les Anglais comme les gars qui savaient gérer les anciens, les mettre en valeur, les utiliser à bon escient, savoir comment un tel peut servir d'ambassadeur, un tel de formateur pour les jeunes, un tel de coach numéro 1. Alors que nous, en France, souvent, on ne sait pas quoi faire des anciens. Tu vois, le PSG, l'OM, je ne sais pas, Basile Boli, on n'a jamais compris à quoi il servait. À Paris, ils ont mis Paoletta ambassadeur. Je était ambassadeur d'Euro. Il n'est même pas les Ferrero Rocher, le gars, il n'avait rien. Voilà. Les Anglais, et là, il y a le cas Ferguson, là, il y a quand même... Il y a quand même problème. Donc, qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre ? Est-ce que toucher l'icône, Julien, a posé un problème ou finalement c'est passé globalement ? Non, c'est très mal passé. C'est très mal passé. Il y a une vraie rupture là. Tu as tout à fait raison, Gilbert, sur cette culture des anciens joueurs dans les clubs anglais. Alors, ce qu'on trouve aussi, par exemple, chez les Espagnols, au Real, au Barça. Il y a toujours beaucoup d'anciens joueurs qui restent impliqués encore dans l'organigramme du club ou dans un rôle d'ambassadeur. Les Anglais sont très forts pour ça aussi, ils le font très bien. Et c'est pas simplement d'avoir juste décidé de ne plus payer sur Alex Ferguson 2,3 millions d'euros. C'était quand même beaucoup d'argent. Je comprends bien ça. C'est la façon dont ça a été annoncé déjà, parce que ça n'a pas été annoncé, la première chose. Sur Alex qui a traversé quand même des moments difficiles ces dernières années entre sa maladie à lui, le décès de sa femme, même le décès de l'ancienne secrétaire historique de Carrington, le centre d'entraînement de United, qui a beaucoup touché Sir Alex. Et franchement, d'avoir transmis cette image-là du club et de Sir Alex Ferguson aux supporters, à tous les gens qui sont autour du stade, au monde extérieur aussi finalement, c'est très mal passé chez les supporters et qu'on veut encore beaucoup aujourd'hui à Sir Jim Ratcliffe. Donc Sir Alex est toujours là au match, il reste invité. Mais c'est vrai que quelque chose s'est cassé un petit peu et je pense que les supporters ont perdu pas mal de confiance qu'ils avaient en Sir Jim Ratcliffe au départ. Lui, en plus, le supporter de United de toujours, lui qui a grandi pas loin du stade, qui a toujours été supporter de Manchester United, de se séparer comme ça et de cette façon-là de Sir Alex Ferguson, de ce qu'il pouvait apporter au club, est très mal passé. Bon, cela dit, il est beau joueur, Ferguson, parce qu'il a même dit effectivement pour le stade, notre stade actuel a brillamment servi pendant 115 ans, et il n'est plus à la hauteur des meilleures enceintes. Il pourrait se braquer et dire, parce que c'est comme ça, les gars, ciao, voilà, là, on va dire qu'il est fair play. C'est vrai que c'est un peu de se couper de son glorieux passé, puis juste rappeler aussi que Sir Alex Ferguson, c'est le dernier manager de Manchester United qui a remporté la première ligue. C'était maintenant il y a plus de 10 ans, parce que c'était en 2012-2013. Derrière, Manchester a toujours galéré. Ils ont peut-être fini deuxième du championnat à certains moments, mais on voit quand même que c'est très compliqué et que il y a une vraie cassure. Bon, plus de 2 millions d'euros pour un gars retraité, c'est vrai que c'était peut-être un peu cher quand même. Il avait bien négocié, on va dire. La retraite est sympa. C'est vrai. Bon, pour conclure, Julien, est-ce que tu leur vois un avenir radieux avec Ratcliffe à Manchester, ou est-ce qu'aujourd'hui, bien compliqué de dire ce qui va se passer ? Quel est ton ressenti ? Alors lui, il parlait de 3 à 5 ans pour retrouver les sommets dans les interviews qu'il a données en début de semaine. Je trouve ça peut-être un petit peu optimiste quand tu vois aujourd'hui le niveau de Liverpool, même le niveau d'Arsenal sur les 3 dernières saisons.
le potentiel encore de développement d'une équipe comme Chelsea, voire même de Tottenham. Je suis peut-être pas optimiste que Radcliffe. Maintenant, ils ont le bon entraîneur, je pense, même si ça n'a pas vraiment fonctionné cette saison. Je pense que Amorim, c'est l'homme de la situation. Il va falloir quand même beaucoup d'investissement pour l'effectif, dans les départs et dans les arrivées. Il va falloir quand même que tu récupères bien tous les supporters, tu les ramènes autour de toi, que tu retrouves cette confiance et que tout le monde pousse vraiment dans la même direction. Et je pense que ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est que le début du projet, ça, je suis d'accord avec lui. Mais il y a quand même beaucoup de travail à faire avant qu'il puisse vraiment rivaliser avec les Arsenal, City, Liverpool, etc. Merci les gars. On suivra le chantier sportif et chantier tout court du stade. Extra sportif. Merci Rémi, salut Julien. Ciao, on a un nouveau studio, studio, ce sera mieux la prochaine fois. On va améliorer les connexions. Bientôt, on sera au top du top. Allez, à très vite, à la semaine prochaine dans l'After Angleterre.